Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère surtout que vous avez passé une excellente fin de semaine. Heureusement que les fins de semaine existent. Pendant ce temps-là, on peut faire des boîtes, on peut préparer notre déménagement, on peut réfléchir à la vie. Bonjour Cybèle Olivier. Bonjour Sophie. Alors toi, Cybèle, en fin de semaine, je sais pas ce que tu as fait, mais je sais ce que tu sens. Tes cheveux sentent le feu de camp. Non, j'ai-tu le droit de le dire en ondes ou ça te dérange? Ben non, mais écoute, elle a vous qu'elle pouvez se pas le sentir renifle. de toute manière. Elle a qu'elle se renifle. Ouais, mais c'est parce que, tu sais, moi, j'aime le camping. Donc, j'aime les feux, j'adore faire des feux. Tous les goûts sont dans la nature. Ben, je te dirais que sentir le feu des cheveux, c'est pas ce que je préfère, mais en même temps, ça me rappelle des bons souvenirs. C'est que tu sens un petit peu le poulet barbecue, le poulet boucanier. Non, même pas aussi bon que ça. Non, non, mais en tout cas, tu sens très bon. Et donc, félicitations, on salue tous les gens qui ont fait du camping en fin de semaine. Il faisait froid. Ouais, on était, oui, mais qu'est-ce que tu veux? On choisit les passions qu'on a. Moi, j'ai passé la fin de semaine à passer à travers le rapport. Ben là, évidemment, je l'ai laissé sur mon bureau. Le fameux rapport du Comité des sages sur l'identité de genre. Les conclusions, donc, ont été rendues publiques la semaine dernière. C'est un rapport qui était très attendu, je dirais, avec une brique et un fanal d'à peu près tout le monde dans la société, c'est-à-dire des groupes de femmes qui se disaient est-ce qu'on va protéger les droits des femmes? Les groupes de protection de la communauté transgenre disaient est-ce qu'on va protéger nos droits? Donc, et j'ai l'impression qu'en fait, il n'y a pas grand monde qui est content de ce rapport-là. On va en parler avec nos invités, Alexandra Houle, qui est présidente du Réseau féministe québécois. Bonjour Alexandra. Bonjour Sophie. Et Rosselle-Aurore Bouchard, historienne et écrivaine. Bonjour, Madame Bouchard, comment allez-vous? Bonjour, moi ça va toujours bien. Oui, ça va toujours bien. Mais c'est une bronchite, ne vous en faites pas, c'est une bronchite de femme. Ah! J'adore votre sens de l'humour. Je trouve que ça donne le ton, Rosselle-Aurore, parce que il y a beaucoup de gens, des personnes transgenres et des personnes non-binaires qui étaient très fâchés que sur le comité de sages, ce soit tous des personnes que certaines personnes appellent cisgenres, donc il n'y a pas une représentativité. Vous, en tant que femme transgenre, est-ce que ça vous a choqué qu'il n'y ait pas de représentation? Ben moi, je veux peut-être vous surprendre là. Nous sommes dans une totale inconnue encore de notre société. Et je trouve que le gouvernement est un petit peu brouillon dans cette approche-là, parce que la transsexualité, c'est bien plus compliqué qu'on en parle. Puis dans ce rapport-là, il y a quelque chose qui j'ai pas lu le rapport. Je le lirai pas non plus. J'ai pas besoin des autres pour apprendre qui je suis, là. De toute façon, j'ai encore de la difficulté à tout comprendre ce que j'ai vécu dans ma vie par rapport à ça. Alors, je ne peux pas imaginer que 3 personnes qui font un rapport après 1 mois, 2 mois, 3 mois puissent en savoir tant sur la transidentité, alors qu'il n'y a même pas eu une personne d'une expérience transidentitaire. Je parle pas d'un jeune qui a les hormones au plafond à 20 ans, là. Je parle de quelqu'un qui a un vécu et qui sait où on s'enligne dans ça. J'aurais aimé qu'une personne, soit comme moi, peut-être que j'aurais dit non, mais une personne dans mon genre, une personne de genre Michel Blanc, qui est très intelligente, qui a un beau vécu, qui sait s'exprimer, puis qui est capable d'analyser sa situation à elle par rapport aux autres. Je pense que ça manque, et c'est pour ça que ce rapport-là, il faut en faire. Écoutez, rien qu'une marche pour faire un autre rapport qui se tienne debout. Moi, ce que j'ai sauté c'est quand j'ai vu qu'on donnait, je ne sais pas si c'est vrai, à 14 ans des hormones. C'est l'affaire de fou si le gouvernement fait ça. Je peux pas comprendre que des médecins puissent accepter de donner des hormones, même des bloqueurs. Moi, je suis contre ça à 14 ans. Écoutez, t'es pas encore formé.
Le jeune qui va devant le médecin, là, je peux vous le dire, là, il manipule le médecin, ça c'est évident, qui va lui dire qu'il a le goût de suicide. Là, écoutez, là, j'en ai vu d'autres, là. Des transsexuels, il y en est venu chez moi des dizaines. Puis à un moment donné, j'ai arrêté de vouloir en rencontrer parce que ils disent toutes la même chose. Oui, il y en a qui sont en détresse solide et il faut venir en aide à ces gens-là, de vraie détresse où ces gens-là peuvent aller vraiment au suicide, peuvent encore faire de la violence envers autrui. Ça, ils le peuvent, tout dépend du caractère. Puis je vais vous renseigner de quelque chose que vous savez pas, puis que la commission ne sait pas. C'est que moi, je ai pris des hormones depuis 21 ans. Il y a 2 ans, j'ai été obligé d'arrêter. Savez-vous pourquoi? Parce que le bras gauche, durant la nuit, bougeait plus. Hey, je suis une personne en forme, je suis un athlète, là. Je fume pas, j'ai jamais pris de drogue et ainsi de suite. Et à un moment donné, je me suis aperçu que j'avais mal aux jambes. Les jambes me levaient plus. J'étais plus capable d'aller me coucher. Et c'est intéressant. Là, j'ai compris donc, ça que veut je m'en dire... allais vers une phlébite. Ouais, ça veut dire que je pouvais avoir un ACV. Ouais. La prise d'hormones peut mener en effet à des problèmes de santé. Donc, Russell Aurore, je veux aussi parler à Alexandra Houle. Donc, vous, le rapport, vous l'avez lu. Vous m'avez envoyé quelques notes qui sont la position officielle du réseau féministe québécois. Vous l'aimez pas beaucoup, ce rapport-là. Et je rappelle qu'il a coûté quand même 350 000 $. Non, mais je parle à Alexandra. Oui, Alexandra. Oui. Oui, moi je l'ai lu. On est plusieurs à l'avoir lu. Et écoute, c'est 800 000 $ en fait qui a été investi. Oui, là, mais je parle en salaire. Oui. En salaire, c'est ça. C'est énorme. Je vais vous lire une phrase. C'est ce qui résume, à mon avis, le mieux le rapport. Là. C'est écrit dans la conclusion. Nous avons choisi de prioriser les personnes avant les idées. OK. Oui, faut rappeler que le mandat de ce comité-là, c'était d'évaluer les politiques qui ont été votées dans les dernières années par rapport aux droits des personnes trans. Autant on parle de toutes les procédures dans les écoles, au niveau de la santé, la médecine, c'était supposé être un travail d'évaluation de la situation au Québec, de ce qui se fait ailleurs, puis d'amener des recommandations. Là, on a un rapport de suggestions molles, si je peux me permettre de les nommer comme ça, qui, très honnêtement, personne n'est gagnant. Les femmes sont pas gagnantes, les parents d'enfants trans sont pas gagnants, les personnes trans ne le sont pas non plus, à mon avis, parce que nous, on s'attendait vraiment à quelque chose qui était solide, avec des analyses vraiment solides, avec des faits. Puis là, ce qu'on voit, c'est que le comité a l'air d'avoir bu le Kool-Aid un peu des groupes militants, puis sont allés dans leur sens. Ils ont écouté les groupes qui étaient pas d'accord. Mais il y a vraiment un biais dans le rapport. Dans le 215 pages, j'ai de la misère à croire qu'on en soit à ce résultat-là qui, en fait, n'aide personne. On n'avance nulle part. Ni pour les femmes, ni pour les enfants, ni pour les homosexuels, ni pour les personnes trans. Là. On est vraiment... pour moi, c'est de l'argent qu'on a jeté aux fenêtres. Là. Oui, Russell Aurore Bouchard, comment vous réagissez à ce que dit Alexandra? Moi, comment je réagis, c'est qu'ils savent même pas ce qui se passe dans la tête d'une trans. Je vais vous dire, moi, tantôt, j'avais commencé à vous dire que j'ai été 21 ans, depuis 21 ans que j'ai pris des hormones. J'en ai pris pendant 19 ans. J'avais un caractère avant de prendre mes hormones. J'avais une personnalité avant de prendre mes hormones. J'avais une biologie d'homme avant de prendre mes hormones. Et j'avais une intelligence aussi avant de prendre mes hormones. Et des pulsions avant de prendre mes hormones. Il n'y a rien de tout ça de changé, là. Après 19 ans d'hormonothérapie, là. Alors, quand on prend un bonhomme qui a déjà été jugé coupable d'avoir agressé une femme et qui, pendant qu'il est en prison, fait une transformation de sexe et qu'on s'en va le mettre dans une prison pour femmes, là, on est en train de mettre les femmes en danger parce qu'il n'a pas changé ses pulsions. Ça, vous pouvez être certain qui a pas changé ses pulsions, il a exactement ce qu'il avait dans la tête. S'il y avait des dents carriées, il va avoir encore des dents carriées. Très intéressant ce que vous dites, Russell Aurore, parce que Alexandra, c'est un des points de contention sur lesquels vous aimez pas le rapport. C'est que, par exemple, sur la présence de personnes transgenres dans les prisons pour femmes, le rapport est mou, puis il dit, en fait, il faudrait surtout pas qu'on refuse à trop de monde d'aller dans des prisons pour femmes. C'est incroyable! Oui, c'est incroyable. Ça va même plus loin que ça. On se fie à 100% à l'auto-identification. On prend la peine
de recommander qu'il faut surtout pas trop en refuser malgré tous les facteurs de dangerosité. Puis il y a une espèce de chose que j'ai trouvé assez surréelle, c'est une espèce, il compare pour évaluer, parce qu'il demande d'évaluer la sincérité de la personne. Ouais. Là, on parle de criminels, OK? Puis on en a parlé, je crois, la semaine dernière, là, du portrait type de la majorité de ceux qui étaient transférés. C'est des tueurs, c'est des meurtriers, des nécrophiles. Écoute, c'est pas monsieur, madame, tout le monde. C'est des gens qui ont des portraits vraiment particuliers. Et là, on demande le degré de sincérité pour l'évaluer. Et pour être capable d'évaluer, on se réfère à la charte, à la façon qu'on peut évaluer les croyances religieuses des gens, la sincérité d'une croyance religieuse. Si pour moi, c'est totalement aberrant. Ben oui, ben pour moi aussi. Ce n'est pas une croyance, je crois, là. Ce que les personnes trans, ben comme Madame Bouchard vit, tu sais, c'est pas. C'est pas une idéologie, là, c'est une réalité ou pas. Non, mais c'est ça, c'est qu'on dit, c'est-à-dire qu'on le sait que pour avoir un accommodement religieux, on dit à la personne, est-ce que tu es vraiment sincèrement, tu sais, je veux dire, est-ce que tu es sincèrement bouddhiste, sincèrement catholique, sincèrement si, pis ça, c'est un ressenti. Mais là, on dit, tu vas aller dans une prison pour femmes, t'as juste à nous dire, tu te sens vraiment, réellement, sincèrement comme une femme. Puis comme vous le dites, Alexandra, on parle de gens qui sont des criminels, donc quelle est la foi de leur sincérité, quelle est la profondeur. Alors, il y a une chose sur laquelle je vais vous entendre tous les deux, c'est que, évidemment, Alexandra, ça vous touche de plein fouet, c'est la question la façon de l'attitude qu'on a par rapport aux jeunes qui voudraient faire une transition de genre, les parents qui posent des questions, les parents qui ont des réticences. Le rapport semble dire que ce sont des gens conservateurs, ignorants, puis même un petit peu intolérants, ce monde-là. Comment ça fait qu'ils posent des questions sur les transitions de genre de leur enfant? C'est un peu bizarre comme attitude. Si vous me permettez. Ah oui, allez. Moi, je m'excuse, madame. Si vous me permettez, moi, j'ai pris une attitude avec mon épouse et ma famille. C'est que je leur ai dit, écoutez, là, il faut comprendre que personne ne va à la même vitesse. Il y a des gens qui avanceront jamais, il y a des gens qui sont déjà très loin, puis il y a des gens qui avancent à un rythme régulier. Alors moi, j'ai été attaqué 6-7 fois. Je sais c'est quoi, là? Une femme qui se fait poursuivre par un maniaque, qui te fait des téléphones, puis j'ai connu ça, là. Mm-hmm. Je sais c'est quoi se faire attaquer physiquement par un gars de 28 ans qui veut te tuer, puis qui te crie qu'il va te tuer, ben tabarnak. Puis que tu le traînes en cours, puis tu sais que c'est toi qui vas être jugé. Non, j'ai passé des belles étapes. C'est une expérience formidable de ma vie, là. Après ça, on évolue, chaque individu évolue. Moi, ce que je percevais, tout le brouhaha, là, tout le capharnaüm que j'ai vécu quand j'ai commencé ma transition, là, ça s'est calmé, mais ça a pris des années. Il faut avoir une tête pour être capable de passer à travers la transition. Est-ce que c'est bien évalué? Est-ce qu'on a évalué la pseudo-transidentité comme on le fait chez les hermaphrodites? On a les vrais hermaphrodites, les pseudo... Les intersexes. On fait pas ça chez la transidentité? Mais oui, donc Alexandra, dans le rapport, on porte quand même des jugements assez particuliers sur les parents qui sont réticents ou qui posent des questions, qui remettent en question la transidentité justement de leurs jeunes. Oui, ben en fait, ce qui est la façon qu'on dépeint les parents qui se posent des questions, puis là, on parle même pas de parents qui jugent, là, on parle de parents qui posent des questions aux professionnels de la santé ou aux parents qui apprennent que leur enfant a changé d'identité de genre puis qu'ils sont les derniers de l'école à avoir été mis au courant. Je veux dire, le rapport de la façon qui est faite, c'est que si les parents adhèrent pas au protocole que l'école peut avoir mis en place pour la transition sociale de leur enfant, ben il y a la possibilité qu'on appelle la DPJ. Tu sais, c'est quand même pas c'est pas anodin, c'est pas rien. Puis j'ai de la misère à voir comment on peut vraiment parler de comment les parents peuvent vraiment exprimer leurs besoins, puis essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe aussi. Tu sais, moi dans ma tête, les parents c'est l'expert numéro 1 de leurs propres enfants là. Tu sais, je veux dire, ils les connaissent depuis qu'ils sont nés et c'est normal de poser des questions. Tu sais, si ton enfant a des antécédents d'automutilation ou qu'il est autiste ou qu'il a des antécédents de santé mentale avant de commencer sa transition,
le parent a le droit de se poser des questions puis de faire, écoute, mon enfant est anorexique, si ça. Êtes-vous vraiment certain que c'est ça? Et de ne pas se faire dire qu'il est transphobe ou que la DPJ débarque chez vous, là, tu sais. Oui, tout à fait. D'autant plus, Alexandra, on se rappellera tous cet excellent reportage de Radio-Canada Trans-Express de Pascal Turbide où elle avait donné un micro caché à une jeune qui est allée dans une clinique et ça lui a pris 15 minutes. Au bout de 15 minutes, elle est ressortie avec des hormones et la possibilité d'avoir des bloqueurs de puberté. Donc, c'est normalement à ce genre de questions-là qu'on aurait espéré que le rapport apporte des questions, mais après 215 pages, on cherche encore des réponses claires à ces questions-là. Je vous remercie tous les deux d'avoir réfléchi avec nous aujourd'hui. Merci de votre témoignage, Russell Aurore Bouchard. Vous êtes historienne et écrivaine. Alexandra Houle, présidente du Réseau féministe québécois. Merci beaucoup à vous deux. Et 850 000 $ plus tard, on n'est pas vraiment plus avancé. C'est quand même assez particulier, le modèle québécois. Sophie Durocher. Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Samedi dernier, le 31 mai, c'était pas juste la fin du mois de mai, c'était la fin d'une tournée super importante. La tournée du spectacle, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire. La tournée, donc, de mon ami et collègue Guy Nantel. Collègue dans le sens, moi, je suis humoriste, vous le saviez pas. Oui, on le Mais savait. dans la grande confrérie des humoristes, j'ai un collègue qui s'appelle Guy Nantel. Bonjour, Guy. Bonjour Sophie. Pour se qualifier d'humoriste, il faut volontairement faire rire de soi. Là. C'est pas vraiment que les autres décident. Là. C'est soi-même qui décidons. Alors, je sais pas si tu te qualifies. Est-ce que les autres se moquent de toi ou on a un problème technique, Guy. Je pense qu'on va devoir mettre fin tout de suite à cette entrevue. C'est Bonjour, tellement Sophie. dommage. J'aurais tellement aimé ça pouvoir te faire de la publicité gratuite sur les ondes de Cube. Malheureusement, ça marchera pas. Ben non, Bon. je te reconnais comme d'habitude, toujours cinglant, toujours sarcastique, toujours avec une petite pointe de ben non. Moi, je fais une entrevue pour te faire de la publicité. Sois gentil avec moi, Guy. Ben, je sais bien, mais c'est plus fort que moi. C'est la nature commencée. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est comme le scorpion puis la tortue. Bon, tout ça pour dire 200 représentations de ce spectacle-là. Tu t'es vraiment rendu, Guy, dans tous les coins du Québec. C'est quoi le pire et le meilleur souvenir de cette tournée-là? Ah, mon Dieu. Je dis mon Dieu par rapport au pire, je cherche. En fait, c'est drôle parce que tu vois, hier on était de retour, donc c'était à Québec la dernière représentation. On venait de Québec, puis je jasais de ça avec mon technicien, puis je disais il est arrivé juste une fois, c'était au Casino de Montréal parce que dans le show évidemment, je suis cinglant comme tu dis avec plein de monde et plein de groupes, puis à un moment donné, je parle des gens aussi qui croyaient pas du tout à rien pendant la COVID, tu sais, puis je prends même la peine de spécifier. Là, je parle pas des gens qui contestaient des décisions du gouvernement, moi-même, je l'ai fait souvent, mais je disais celui là qui est vraiment là, tu sais, que lui là, il a étudié à l'école de la vie, puis il est sûr qu'il connaît tout sur le bout de ses doigts. Puis là, je commence à faire des jokes sur ça. Puis là, il y en a un qui se lève en plein milieu du spectacle là, puis là, il a vraiment piqué sa crise, mais ça a duré comme 5 minutes là. Il hurlait dans le théâtre, puis là, tout le monde l'insultait parce que là. Les gens disaient, hey, c'est pas trop qu'on va entendre, c'est le spectacle. Finalement, les agents de sécurité du casino sont venus sortir de force. Ben, voyons donc! Ouais. Ça, c'est peut-être le pire. Ben oui, j'espère qu'il y a pas pire. Il peut pas y avoir pire que ça parce que comme humoriste quand même, vous êtes tous habitués que des fois il y a des hecklers. Je sais pas c'est quoi le mot en français, mais quelqu'un un perturbateur. Merci beaucoup Cybèle. Puis toi t'en vois beaucoup Cybèle des spectacles d'humour. Tu sais ça peut arriver des fois qu'il y ait quelqu'un dans la salle qui fait dévier mettons une fois, 2 fois, tu sais, mais là, que la personne ait monopolisé la salle pendant 5 minutes, j'en reviens pas. Oui, ben c'est parce que en fait, moi, je jouais justement la carte de dire au gars, je disais, toi, je sais que tu es en train de faire ça parce que tu penses que je vais te sacrer dehors, mais non, je vais justement te montrer que tu es libre, vas-y, parle, fais un fou de toi.
mais moi, je te sortirai pas. Mais ce qu'ils savaient pas, c'est que moi, je te sortirai pas, mais il y a du monde au casino qui va te sortir. C'est excellent, c'est excellent. Donc ça, c'est le pire moment. Le meilleur moment, est-ce que tu as vraiment comme un souvenir où tu as été ému, où il y a quelque chose qui s'est passé, ou la fois où tu as fait le plus rire, mettons le fois où je suis allée voir ton spectacle, puis tu as reconnu mon rire parmi les centaines de personnes dans la salle. Ouais, peut-être ça fait partie du top 100. Écoute, je vais te dire une drôle d'affaire. C'est-à-dire que les grands moments dans une tournée, premièrement, ils sont très, très nombreux et c'est pas des moments, en tout cas peut-être, mais je pense pas que le spectateur se rend compte de ces moments-là. C'est un moment où tu sors de ton corps quand tu fais le spectacle. Ouais, littéralement. En tout cas, moi, je suis comme, t'es comme en état de grâce, là. Vraiment, il y a comme une espèce de transe où t'es littéralement sorti de toi-même. Et là, tu as l'impression que tu es dans une zone... c'est difficile à expliquer, franchement. Comme un orgasme. Je sais pas quel mot... Il y a comme pas vraiment de mots pour décrire cet état-là parce que tu sens que ça, pourquoi tu es né, là, je suis exactement dedans en ce moment. Mais c'est pas des moments qui sont toujours très, très longs. Hein. Des fois... ça peut durer quelques instants, quelques minutes. C'est pas tout le long d'un spectacle parce que souvent tu penses, d'abord tu penses à ta vie aussi, comme tout le monde qui est au travail. Des fois tu penses à ta prochaine ligne, d'autres fois tu dis pourquoi ça n'a pas ri comme d'habitude à cette ligne-là. Mais quand tu es vraiment ici maintenant là, avec le monde puis qu'il y a une communion qui se fait, fait que ça c'est arrivé quand même plusieurs dizaines de fois. Alors c'est peut-être ça que je peux classer comme meilleur moment. Ouais. Écoute, ce sont deux excellentes réponses, et pour le pire moment et pour le meilleur moment. Guy, t'es toujours un bon analyste, mais là on te demandait d'analyser ta propre performance. Alors c'est sûr que quand t'as commencé ton spectacle, il y a eu une mini controverse, mais tu sais, toi tu t'appelles Guy Controverse Nantel, fait que t'es comme habitué, parce qu'il y avait un critique du Devoir qui a pas aimé ce que tu avais écrit, et toi, tu as fait quelque chose d'absolument extraordinaire. Tu avais acheté une publicité pour dire, finalement, regardez, le gars du Devoir a haï ça, ça veut dire que vous avez aimé ça. Quelque chose dans le genre. Est-ce que toi, quand tu regardes en arrière les 3 dernières années et ta tournée, est-ce que c'est aussi un moment marquant quand même? Parce que ce gars-là, d'une certaine façon, t'as fait une excellente publicité aussi. Oui, je répète ce que j'ai déjà dit en entrevue. La raison pour laquelle j'ai fait ça, les gens pensent que... Puis il y a même un humoriste connu qui, à un moment donné, parlait de ça lui-même en entrevue, puis il disait, voyons, ça se fait pas réagir à une mauvaise critique. J'ai pas réagi à une mauvaise critique, j'ai réagi à la malhonnêteté de quelqu'un. Oui, la mauvaise foi, disons-le. Disons-le. Oui, tout à fait. Disons-le, c'était de la mauvaise foi. Et c'était vraiment ça, moi, que je dis, non, tu peux ne pas aimer le spectacle, tu peux le dire, c'est ça ton travail, mais si tu commences à faire croire à tes lecteurs que ce que tu as vu, c'est une conférence et que c'est à prendre au premier degré, alors qu'il n'y a pas un chat dans la salle pendant 200 représentations qui prend pour du cash ce que je suis en train de dire sur une scène. Mais là, je trouvais que c'était profondément malhonnête et c'était des accusations qui étaient très graves, là, de racisme et homophobe, transphobe, tout à fait. Parce que, mais c'est pour ça, c'est que la différence, c'est pas Guy Nantel est pas content parce que quelqu'un m'a fait une mauvaise critique de son spectacle, parce que sinon, tu serais, tu sais, tous les humoristes seraient toujours tout le temps complètement à terre. C'est autre chose, c'est que cette personne-là, dans le Devoir, avait pas été capable, supposément, de comprendre que c'est un personnage que tu jouais, donc il comprenait, Sophie. Il comprenait très bien. Oui, mais il comprenait, mais il faisait semblant. Il est venu chez moi, ce gars-là, quelques semaines avant, ou quelques jours avant, pour faire une pré-entrevue, là, ce qu'on appelle un pré-papier dans le langage du milieu. Donc, on a parlé philosophiquement aussi de cette dynamique-là, tu sais, dans l'entrevue, ensemble. Puis après ça, il a joué la carte de... Mais ça, il est pas le seul. Il y a bien du monde très à gauche qui fait toujours semblant que les autres, mon Dieu, ils jouent au niaiseux, là, puis ils font semblant qu'ils comprennent pas qu'il y a un personnage, puis voyons donc. Ça, c'est n'importe quoi. Mais je vais te dire une chose, moi, je suis pas rancunier, puis ce gars-là, il viendrait couvrir mon prochain spectacle. Je ferai encore une entrevue avec, puis je l'inviterais, je le barrerais pas, tu sais. Ah ouais. Tout ce que j'y demande, là, c'est pas de m'aimer, c'est de jouer franc jeu. Absolument. Pour moi, c'est la même affaire que si tu es commentateur sportif, là, et tu vas assister à un combat de boxe,
Mais tu dis, écoute, le gars, c'est un gars extrêmement violent. Méfiez-vous de lui dans la vie. J'ai vu qu'il donne bien des coups de poing au monde qui passe à côté de lui. T'as raison, c'est un bon parallèle. C'est un très bon. Quoi, ce niaisage-là, c'est un très bon parallèle. Alors, ce spectacle-là, tu l'as commencé il y a plusieurs mois. La société québécoise, pendant ce temps-là, oui, c'est ça, on la voit ici, là. Alors, c'est critique du nouveau spectacle de Guy Nantel. Puis là, tu mets toutes les bonnes critiques. Puis après, tu mets la critique du Devoir et tu dis, si le journaliste du Devoir a détesté, soyez assurés que vous allez adorer ça. C'est ça exactement la formule. Merci Jean-Philippe et Hugo qui ont retrouvé l'annonce. Qu'est-ce qui a changé dans le Québec au cours des 3 dernières années, entre le moment où tu as commencé ta tournée et le moment où tu l'as fini? Est-ce que le Québec s'est emmieuté, comme on dit, ou le Québec a empiré, d'après toi? Ben, il y a une chose qui a changé quand même, c'est le Parti québécois, qui a pris beaucoup de mieux depuis ce temps-là. Ce qui a fait des fois que ça nuit un peu à certaines de mes jokes, parce que la dynamique, c'est que moi, je dis toujours au monde, vous êtes nono de pas m'avoir élu chef, regardez comment les choses iraient mieux. Alors, c'est clair que dans les premières représentations, cette ligne-là prenait plus de force, mais là, Paul prenait du bien, plus je faisais comment, ça va pas trop bien, mon homme, parce que ça commence à être gênant de dire que le parti va pas bien. Mais les gens, évidemment, jouaient le jeu puis comprenaient très bien exactement ce que je voulais faire avec ça, là. Ben, écoute, Guy, il nous reste à peu près 30 secondes. Rapidement, tu prépares déjà ton prochain spectacle, les dates. Écoute, tu commences déjà des représentations en septembre à Chicoutimi, puis après ça va être en février à Saint-Lin, dans les Laurentides. Dis-moi, en gros, de quoi ça parle? Ouais, non, ben, en fait, il y a une vingtaine de représentations là, dans toutes sortes de petits théâtres. Oui, mais je vais pas le temps de tout nommer, Guy. Non, puis c'est bien correct, là, je veux dire, on fait pas de la publicité pour ça, mais de quoi ça parle? Écoute, j'ai le goût de te dire le titre en primeur, j'ai pas dit à personne, il y a juste mon équipe qui le sait, là, c'est Bienveillant. C'est drôle. C'est excellent. Bienveillant. Moi, j'aime ça quand on a un scoop. La ligne directrice de ce show-là, c'est de dire à quel point j'ai l'impression que plus on vit dans une société bienveillante, moins les gens sont éthiques autour de moi. Excellent. Bon, j'espère que mon nom ne sera jamais mentionné pendant ce spectacle-là. J'ai une bûcherie sur Richard. Allô? Le gars vient d'avoir le cancer. Peux-tu lui donner un break? Là, j'ai pas du cancer, j'ai de Richard. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il y a même plus de prostate pour se défendre, franchement. Laisse-le tranquille. Même avec une prostate, il était pas bien dangereux. N'importe quoi. Guy, j'ai très hâte d'être invité à la première de ton spectacle. Merci beaucoup pour ce scoop. Et sois bienveillant cet été. Là, reste tranquille. Là. J'ai ce mot-là, fait que là, je vais l'entendre pendant 3 ans de tournée. Ben oui, mais moi, il y a personne qui l'haït plus que moi. Guy Nantel, toujours un plaisir de te parler. Merci beaucoup. Ça marche, à bientôt. Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Vous le savez, dans la section Faites la différence du Journal de Montréal et du Journal de Québec, c'est à vous qu'on donne la parole. C'est la parole aux lecteurs. Si vous avez envie de partager des idées, de faire débat, c'est l'endroit où envoyer vos lettres. C'est ce qu'a fait ma prochaine invitée. Elle s'appelle Audrey Renaud. Elle est directrice générale du regroupement Partage. Et Madame Renaud, j'avoue que votre lettre m'a beaucoup touchée. D'abord, le titre frappe quand même. La pauvreté, à qui la faute? Ben, pas la faute des gens qui sont pauvres. Ben, en fait, je devais avoir une formule très, très brève pour la présenter, comme vous pouvez vous imaginer. Pour les titres, ça aide, oui. Exactement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base, la pauvreté, malheureusement, c'est un résultat, c'est une création de la société. Là, ce qui est embêtant avec tout ça, c'est que nous avons créé la pauvreté, mais on jongle avec une situation dans laquelle on ne sait pas comment appliquer les solutions pour résoudre le problème que nous avons créé. Là, ça devient particulièrement embêtant parce que les gens aiment pas beaucoup parler de tout ce qui est pauvreté. Hein. C'est pas un sujet qui est très à la mode ou très sexy ou très enivrant autour d'un 5 à 7. Et là, tout le monde rebute un peu cette situation-là, alors que c'est une situation qui nous concerne tous. Et non seulement elle nous concerne tous, Madame Renaud, mais on est tous
fragile parce qu'il y a énormément de Québécois qui vivent d'une paye à l'autre, ce qui signifie qu'il suffit qu'il y ait une paye qui rentre pas, puis on est déjà en précarité financière. Alors, plusieurs payes qui rentrent pas, entre ça puis se retrouver sous le seuil de pauvreté ou carrément sans abri. Donc, il y a une vulnérabilité dans la société québécoise qui fait en sorte qu'on devrait faire attention quand on parle des gens pauvres parce que c'est peut-être nous le prochain. Exactement. Puis c'est près d'une personne sur deux. Là. 46% des gens vivent de paye en paye. Ça, c'est incroyable. Et certaines personnes sont littéralement à une chute du trottoir de se retrouver dans une banque alimentaire. C'est-à-dire que lorsqu'ils ne peuvent plus travailler, comme vous le dites, pour quelques semaines, si vous n'avez pas les assurances adéquates, il n'y a plus rien pour payer l'alimentation. Et c'est là où on coupe dans tout ce qui est dépenses compressibles. Et bien évidemment, l'alimentation, c'est ce qui passe en premier parce que c'est la seule dépense compressible accessible à court terme. Et ces gens-là se retrouvent garants d'organismes bienveillants. Vous parlez de bienveillance tout à l'heure, justement, des gens qui vont prendre soin de ces gens-là. Souvent, c'est des situations qui sont passagères. Donc, par exemple, une séparation, une perte d'emploi, une transition, un réaménagement quelconque de la vie de famille. Mais ça cause des impacts qui sont énormes. L'inflation a touché tout le monde et c'est là où, malheureusement, lorsqu'on dit que le visage change de la pauvreté, sur le terrain, ça n'a pas de mots, ce que ça représente, parce que ce sont des travailleurs, des travailleuses qui viennent dans les organismes, et ça, c'est très frappant. Oui. Alors, vous donnez plusieurs exemples dans votre texte, mais un exemple que vous donnez, c'est celui des mères de famille monoparentales. C'est un petit peu toujours le cliché qu'on utilise, mais c'est vrai. 40% des familles monoparentales vivent dans une grande précarité au Québec. Donc, c'est un visage de la pauvreté qui est important, qui représente quand même une grande quantité de gens. Exactement. C'est certain que les mères monoparentales sont plus visées. Donc, statistiquement, on sait qu'elles sont en plus grande précarité que les hommes, mais là, même un homme en situation de monoparentalité aussi va vivre ces mêmes défis-là quotidiens de se demander qu'est-ce que je paye en premier. Et malheureusement, ce qu'on retrouve de plus en plus, c'est de la biparentalité. Donc, un couple, un ménage de 2 personnes sur le marché du travail qui, malheureusement, n'y arrive pas encore. Donc, imaginez toutes les dépenses que vous avez pour un logement, une maison, peu importe si vous êtes propriétaire ou locataire, mais diviser ça en 2 et tenter d'y arriver à un seul salaire, alors qu'en plus, il y a d'autres bouches à nourrir. Là, ça devient particulièrement compliqué en sachant que le revenu viable est autour de 40 000 $. C'est pas tout le monde qui a ça accessible. Non, non, c'est sûr. Alors, ce que vous dites, et c'est pour ça que je voulais vous recevoir aujourd'hui, c'est que vous dites, chaque fois qu'on réagit à la pauvreté ou chaque fois qu'on s'intéresse à la pauvreté, c'est quand on est face à une situation d'urgence. Alors qu'en fait, pendant ce temps-là, on n'est pas en amont en train de s'inquiéter ou de se poser la question quelles sont les causes profondes de la pauvreté. Alors, dans un monde idéal, mettons, Madame Renault, vous devenez première ministre du Québec demain matin. D'abord, félicitations. C'est seulement la 2e fois au Québec qu'il y a une femme première ministre. Alors, Madame la première ministre Audrey Renault, vous faites quoi? Première mesure pour changer en profondeur notre rapport à la pauvreté au Québec. On fait quoi? J'irais me mettre le nez dans les chiffres en premier pour savoir qu'est-ce qu'il y a disponible. Parce que c'est certain qu'en ce moment, c'est facile de dire, donnez plus d'argent à tel organisme. Il y a beaucoup de travail à faire en termes de qui tire la couverte le plus fort en ce moment. Parce que tout le monde est en déficit, tout le monde a besoin de sous, ça, j'en conviens. Toutefois, il faut comprendre que de saupoudrer à coup de petite action ici et là, puis de dire on va investir beaucoup dans les banques alimentaires, c'est loin d'être une mauvaise idée, mais c'est pas une bonne idée, en ce sens que on entretient le problème. Les gens, l'accès à l'alimentation, elle est difficile, mais la source, la racine du problème, elle est pas là. Donc oui, il y a l'accès au logement, tout ça, mais ça, c'est un discours répété qu'on entend aussi beaucoup. Malheureusement, il faut s'attaquer vraiment à la source de comment on fait pour donner les outils à ces personnes-là pour qu'ils puissent se sortir des situations précaires dans lesquelles ils sont. Est-ce qu'ils ont accès, par exemple, je pense aux nouveaux arrivants, à toutes les ressources en immigration qu'on offre? Est-ce que ces ressources-là sont centralisées? Est-ce qu'elles sont accessibles? Après ça, puis des situations comme ça, il y en a pour
tout type de gens, que ce soit des travailleurs, que ce soit des gens sans emploi, que ce soit des gens en grande précarité, que ce soit des gens qui sont en situation de handicap ou des gens qui, tout simplement, n'y arrivent pas malgré un travail. Donc, il y a une grande... C'est hyper drabe comme solution, mais c'est d'analyser ces chiffres-là, de voir justement quelles ressources financières sont disponibles pour, oui, financer, entre autres, les organismes qui le font déjà bien, parce qu'il faut comprendre que le réseau communautaire, là, c'est le même réseau que le réseau institutionnel, mais qui se fait un petit peu dans l'ombre et un petit peu en parallèle, parce que ça soutient déjà. Il faut comprendre que ces ressources-là, si elles sont inexistantes, je quitte la ville, dans le sens que n'importe qui n'a plus accès à de l'alimentation va s'organiser pour en trouver. Donc, Absolument. elles sont essentielles. On a reçu, il y a quelques semaines de ça, une jeune journaliste d'Urbania qui a passé un mois à essayer de voir si elle pouvait arriver avec le montant d'aide sociale minimale qui est $860, quelque chose comme ça. Puis je lui disais, ben oui, ben t'as juste à aller dans une banque alimentaire. Elle dit, oui, mais pour aller à la banque alimentaire, s'il n'y en a pas une juste à côté de chez moi, faut que je me paye une carte Opus. Une carte Opus, c'est genre $80 ou quelque chose comme ça. Donc, même juste d'avoir accès à ça, si on n'a pas des transports publics qui sont gratuits ou vraiment pas chers, on n'y arrive pas. Donc, chaque fois qu'on pense qu'on a une solution à un problème, on se rend compte qu'en amont, il y a un problème aussi qu'il faut régler. J'ai vu Qu'est-ce que vous en aviez pensé de ce reportage-là? J'ai trouvé ça super intéressant. Puis, ce que ça reflète aussi, c'est le fondement. Là, s'il n'y avait pas autant de préjugés au Québec, malheureusement, on ne serait pas dans cette situation-là. Puis, vous et moi, on n'aurait pas cette discussion-là. Il y en a dans toutes les situations, puis une lettre comme celle que j'ai écrite qui se veut justement dans le but d'éduquer les gens, de mettre en mots, de dire, ben voici ce qui se passe dans la vraie vie sur le terrain. Si vous n'êtes pas face à ces situations-là, voici ce que c'est la vraie vie pour des gens qui vivent en situation socio-économique précaire. Puis on trouve le moyen de recevoir des réponses de bêtises pour ne pas victimiser les gens, pour les laisser se prendre en charge. Et c'est là où je me dis, les gens sont déconnectés. Vous avez reçu des lettres de bêtises après votre lettre dans le Journal de Montréal? Peu importe ce qu'on écrit, on en reçoit. Les gens qui disent, qui se prennent en main ce monde-là, on est écœurés de payer pour eux. En gros? Tout comme des gens vont avoir des préjugés envers des organismes comme le nôtre, des gens qui ont des préjugés envers des journalistes. En fait, il y en a tellement, ce qui fait que je pense que c'est ce qui nous fait prendre des pas de recul, malheureusement, au Québec. Là, c'est sûr qu'on est dans les grands fondements philosophiques, mais les préjugés nous freinent tellement parce que les gens s'arrêtent au fait que c'est de leur faute s'ils sont comme ça. Ils ont pris de mauvaises décisions. Ils ont fait les mauvais choix il y a X années. Donc, la mère aurait dû mieux gérer ses finances, puis le travailleur aurait dû s'industrialiser. Ben voilà, c'est ça, parce que vous donnez l'exemple de quelqu'un qui a 50 ans, puis qui, à cause de l'automatisation dans son entreprise, perd son emploi. Ben là, à 50 ans, il est trop qualifié, fait qu'il n'arrive pas à trouver de job. Ben, tu te retrouves sans job à 50 ans, là. Et le point n'est pas de ne pas aller vers l'automatisation. C'est pas ça le but de cet exemple-là, c'est de dire, mais quelles ressources donne-t-on à ceux qui ont l'expérience comme papier d'entrée? Voilà, donc une réflexion beaucoup plus générale. Ben, félicitations, Madame Renaud, vous êtes la deuxième femme dans l'histoire du Québec à être devenue première ministre. Non, mais c'est intéressant de se livrer à cet exercice-là. Excellente lettre, donc La pauvreté à qui la faute, publiée dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Vous êtes directrice générale du regroupement Partage. Merci pour le travail que vous faites. Merci infiniment. Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. La grande question de l'été, êtes-vous plus Beau Dommage ou Harmonium? Non, c'est pas ça la question. Beatles ou Rolling Stone? Ben non, c'est pas encore ça. Hot dog ou hamburger? Bonjour Isabelle Huot. Bonjour Sophie. Écoute, c'était mon petit rayon de soleil du lundi. Est-ce qu'on peut juste le répéter si jamais vous voulez nous écrire pour donner vraiment... Oui, alors, c'est une vraie question. Est-ce que vous préférez les hot dogs ou les hamburgers? Écrivez-nous pour les dernières minutes, on va les lire en ondes. Mais c'est très bon que tu dises ça, Cybèle, parce que c'est possible qu'après la chronique d'Isabelle, vous ayez changé d'avis parce que toi, t'es pas hot dog à cause des ingrédients. À cause des ingrédients. Et là, je lis ça, OK? Poulet séparé mécaniquement, porc, donc, tu sais, il y a du poulet, il y a du porc. Séparé mécaniquement, c'est qu'on va chercher toute la viande autour de l'os, mais le maximum, hein, et là, tu lis les saucisses classiques qu'on peut s'imaginer pour des hot dogs. Classiques. Évidemment, il y a des nitrites. Donc, les viandes transformées, l'OMS a déclaré que les viandes transformées étaient cancérogènes, probablement à cause des nitrites. Bon. Puis c'est pas peut-être, là. Non.
C'est pas peut-être. C'est ça. Ceci mène à cela. Voilà. Ouais. Donc, on le sait. On s'attend, c'est une question de fréquence de consommation. Là. C'est quelqu'un qui mange des hot dogs tous les jours, Roger Brulotte, attention. Ah ouais. Il aime ça. Ta santé, elle est partie. C'est ça, il me dit. J'ai jamais réussi à y faire. Tu sais qu'il est venu me voir en clinique. Ouais! Si, Jean-Philippe est à la J'ai jamais réussi au grand désespoir de sa femme à y faire manger des légumes. Mais bon, un jour à la fois. Tout ça pour dire que saucisse classique, saucisse de 38 grammes, 8 grammes de gras, 330 mg de sodium. C'est pas si pire, mais là, tu rajoutes le sodium dans le pain, les condiments. Il y a juste 5 grammes de protéines. On essaie d'avoir 20 grammes par repas. Fait que là, t'as 5. Ou tu te remets une saucisse qui est comme bien ordinaire. Et là, t'as 10 grammes. Ou tu te rajoutes, tu sais, d'autres choses à côté qui fit pas trop. Quand tu manges un hot dog, tu manges une salade du hot dog, des hot dogs, j'en mange juste l'été. Oui. Ou alors, mettons, j'ai une sortie avec Madame Cybèle Olivier, puis je l'amène sur le boulevard Saint-Laurent, puis je l'amène au Montréal Pool Room parce qu'elle y est jamais allée. Puis là, on se bourre la face, comprends-tu, de hot dog. Mais sinon, le reste du temps, c'est de temps en temps l'été. De temps en temps. Mais c'est vrai, hamburger l'emporte. Ah, hamburger l'emporte. Moi aussi, hamburger l'emporte. Mais là, ce que je voulais vous amener, c'est que si on prend un burger poulet, genre, tu sais, là, c'est écrit poulet. Fait que tu verras pas dans les ingrédients porc Attends, c'est et des au hot bœuf. dogs. Tu tiens des hot dogs dans tes mains, oui, là. hot dog au poulet. Ah, OK, 6 grammes hot dog de au poulet. gras au lieu de 8 grammes. Fait que c'est moins gras, t'as moins de sel. Meilleur choix. Ça doit goûter la chenoute des hot dogs au lieu de des poulet? nitrites, ils vont mettre de la poudre de céleri de culture. Donc, du fait de mettre ça, c'est des nitrates et non pas des nitrites. Malheureusement, dans l'organisme, ça se transforme aussi en nitrosamine, qui est la composante qu'on associe, qui est reliée notamment au cancer du côlon. C'est-tu mieux? Donc, c'est pas clair dans la littérature. Alors, est-ce qu'il y a des saucisses, des hot dogs véganes qui pourraient être vraiment une bonne option? Vraiment mieux. Bon, donc, Yves, quand même. Ça, c'est une marque, là. Oui. Les vegans, les végétariens ne jurent que par ça. Ben, écoute, c'est un classique. Les pionniers sur le marché, mais on a Gusta, qui est une entreprise québécoise ici aussi, qui est à partir de gluten. Ici, c'est à partir de soya. Là, j'ai un beau 15 grammes de protéines pour 1 gramme de gras. Mais là, la saucisse, elle est plus grosse, 16 grammes. Fait que, et dans ce cas-ci, la taille est importante. La taille est importante. Quand on parle des saucisses, size matters. Avec le beau petit sourire. J'ai réussi à faire rougir Cybèle. Mais j'adore ça. Non, mais t'as raison. Non, mais c'est une au bonne sens grosse premier, saucisse quand même. La saucisse plus petite de 46 grammes de E-Veggie reste un bon choix. On a une base de soya excellent. J'adore ça. Par contre, parce que on va manquer de temps, je veux qu'on parle des condiments. Donc, tu nous as apporté relish, ketchup, moutarde. Quel est le meilleur choix? Ben moi, je fais un mélange des trois. Ah, OK. Mais mettons à choisir le meilleur choix. Là. Moutarde. Oui, la moutarde, parce qu'on a du curcuma dans la moutarde baseball qui est intéressant. Curcuma, c'est vraiment, ça donne la couleur jaune, mais c'est vraiment intéressant parce que c'est un colorant qui est naturel. Surtout si tu rajoutes du poivre, parce que tu mets du poivre sur le curcuma, tu multiplies par 7 les valeurs nutritives. Excellent, le bien retenu. Ouais. Donc, c'est vraiment intéressant. Relish, la liste d'ingrédients m'a beaucoup déçu. Polysorbate 80. On a à l'intérieur de la relish, tu sais, c'est du concombre, du vinaigre, la relish, mais dans la relish commerciale, on a, écoute, tartrazine bleu brillant, polysorbate 80 qui joue sur le microbiote. Tartrazine bleu brillant, des colorants très controversés. On sait que les États-Unis ont mis... Alors, on laisse ça de côté. Tu nous as apporté une relish nordique pour remplacer celle-ci plus commerciale. C'est québécois. C'est québécois. Tundra, je connais pas ça. Les Serres Tundra, ils font des bons concombres que j'aime beaucoup. Et je l'ai acheté, là, aucune commandite, mais j'ai vu ça à l'épicerie. Wow! Concombre, vinaigre, oignon, épices. Garde. On est dans quelque chose de beaucoup plus santé. Il n'y a aucun additif, il n'y a aucun rien, donc c'est parfait. Du côté des hamburgers, parce que c'est quand même ça que nos auditeurs préfèrent. Donc à Cube, vive les hamburgers. J'aime mieux le hamburger que le hot dog parce qu'on va aller chercher un 20, 25, 30 grammes de protéines. D'accord. Oui, Cybèle. Quelqu'un, Alex de Montréal, nous demande, est-ce que les hot dogs ou les cannes de thon, il y a une différence parce qu'à ce qui paraît, c'est presque aussi contaminé? Y a-t-il une réponse courte à ça? Il n'y a pas de mercure là, dans le hot dog, comme on va avoir du méthylmercure dans certains thons, mais encore là, les thons blancs, parce que les thons pâles, il n'y a pas de limite de consommation. C'est vraiment le thon blanc qu'on doit limiter la consommation.
OK, puis vous lirez excellent reportage dans le journal en fin de semaine sur les poissons contaminés. Vous irez lire ça. On finit avec les hamburgers. Oui. Là, tu nous as mis des VG et des pas VG. Donc, en termes de le meilleur choix. Si moi, on veut je y aller dirais le rapidement. régulier. Ici, j'ai un choix là qui a 24 grammes, 26 grammes de protéines. Je vais le dire, c'est quoi? C'est Irrésistible, boucherie Angus, un produit des États-Unis, mais rendu là. Ben, écoute, c'est pas tant le meilleur choix, mais dans le sens où bœuf Angus, point. C'est gras. Parce que le bœuf Angus est plus gras, mais je n'ai aucun sel. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ouais. Sinon, dinde, je coupe mon gras de moitié, burger de dinde, peu importe la marque. Et on lève le nez, impossible. Mais non, mais des hot dogs de poulet puis des burgers de dinde. M'excuse, plus ça des hot dogs, ici, plus là, du burger. Là. Impossible ou Beyond Burger. Quel est votre choix, les filles? J'ai jamais goûté à ni un ni les l'autre. deux ont l'air vraiment pas bons. Là. Mais le Beyond, il a l'air pas pire, je trouve. Ouais. Ouais, Bon, je dirais que le Beyond. Ils sont améliorés. On a 20 grammes de protéines dans le Beyond, 19 dans Impossible, 6 grammes de gras saturé, l'équivalent d'une galette de bœuf haché maigre. Et puis, grosso modo, la liste d'ingrédients est un peu plus courte qu'elle l'était jadis. Puis, on a 13 grammes de gras. Moi, je suis pas fan de ces produits-là surtransformés. J'aime mieux bœuf, point. Bon, moi, c'est tant qu'à manger, si vous voulez pas manger des burgers, mangez, faites-vous un spaghetti aux carottes, je sais pas, mais c'est parce que sinon, des faux scies, puis c'est comme le fromage. C'est ça. Dis la fille qui porte des faux cils. Bon. Des fois, on est plein de contradictions. Merci beaucoup, Isabelle. Merci, Simone. Merci, Hugo. Merci, Jean-Philippe. Merci, Fred. Pourquoi tu me fais signe comme ça? Ça, c'est Hugo, il me dit, il te reste du temps. Puis là, tout à l'heure, il me disait, t'as plus de temps. T'as plus de temps, t'as du temps, t'as plus de temps. Décide-toi, conclusion, 9 Merci secondes. aussi à Fred Bastien. Merci à tout le monde. Merci à ta jeune stagiaire, super sympathique. Émilie, super. Merci tout le monde. Merci à vous. À demain. Cube.